Bonjour et bienvenue sur la chaîne du spiritisme expliqué. Et si les médecins d'aujourd'hui utilisaient le magnétisme animal sans le savoir, sans connaître ses principes ni ses mécanismes? Et si les perceptions extrasensorielles des somnambules réapparaissaient sous un nouveau visage dans les services de réanimation? Et si l'idée de réincarnation devenait un véritable sujet d'étude médicale? C'est à ces questions que nous allons apporter un éclairage aujourd'hui. Dans les vidéos précédentes sur le magnétisme animal, nous avons vu que la volonté du magnétiseur est essentielle, mais que le sujet joue également un rôle actif. Il possède en lui-même la capacité de se guérir, et la volonté du magnétiseur ne vient que renforcer celle du malade. Nous avions également vu, dans la vidéo consacrée à l'hypnotisme et à la suggestion mentale, que les médecins qui avaient expérimenté des médicaments à distance sur des somnambules magnétiques s'étaient rendus compte que, peu importe le médicament utilisé, le somnambule réagissait selon les convictions du médecin. Si tel médecin pense qu'une substance va provoquer, par exemple, un effet purgatif, l'effet se produit parce qu'il en est convaincu. Un autre médecin utilisant la même substance peut ne pas produire d'effet, ou un autre effet, selon ce qu'il pense. Peu importe les substances, c'est la conviction du médecin qui se répercute sur le sujet. C'est pourquoi Mesmer, persuadé que les convulsions étaient nécessaires à la guérison, les provoquait chez ses patients. Eh bien, cet effet que les magnétiseurs avaient découvert, c'est tout simplement ce que la médecine appelle aujourd'hui l'effet placebo. L'effet placebo agit sur une multitude de symptômes, avec une efficacité moyenne de 30%, mais pouvant atteindre 80% dans certaines maladies. Une expérience célèbre illustre parfaitement cet effet. On a donné à deux sujets, dans une même pièce, à l'un du LSD et à l'autre un placebo, sans leur indiquer la nature des substances. Résultat, les deux ont eu des hallucinations, comme si les deux avaient pris du LSD. Le sujet au placebo, voyant l'autre délirer, a cru avoir ingéré la même substance et a développé les mêmes effets. Et lorsqu'on a répété l'expérience, après leur avoir expliqué le principe, aucun n'a eu le moindre effet. Celui qui avait vraiment pris le LSD a neutralisé ses effets par peur d'avoir eu un placebo. Les mécanismes du placebo restent un défi pour la médecine. Si le patient sait qu'il ingère un placebo, alors celui-ci n'a aucun effet. Après tout, une guérison obtenue par un faux médicament ne suggère-t-elle pas que la maladie est elle aussi fictive? Ainsi, paradoxalement, les médecins doivent mentir à leurs patients lorsqu'ils prescrivent un placebo. Le psychiatre Patrick Lemoine résume très bien cette situation. Qui prescrit un placebo s'en remet au destin. Une position bien peu scientifique au fond. D'ailleurs, ne doit-on pas voir dans cet acte la matérialisation d'un certain scepticisme des médecins sur leur propre capacité à guérir scientifiquement et à comprendre les mécanismes de guérison? Prescrire un médicament totalement dénué d'efficacité objective, placer tous ses espoirs dans une substance inerte dont on ne peut pas prédire si elle marchera, ne disposer d'aucune théorie explicative en cas de succès, tout cela ne constitue-t-il pas une radicale remise en question de l'idée de la thérapie médicale? Alors, que se passerait-il si la médecine moderne s'intéressait sérieusement au somnambulisme provoqué et à la lucidité magnétique? Pourrait-on y trouver des clés pour mieux comprendre les maladies ou stimuler les processus d'auto-guérison? Nous n'en sommes pas encore là. Mais les frontières évoluent déjà. Les progrès en réanimation médicale ont multiplié les témoignages d'expériences de mort imminente, les fameuses EMI. Le docteur Raymond Moody a popularisé ces études avec son livre « La vie après la vie », publié en 1975.
On estime qu'entre 5 et 10% des personnes ont vécu une EMI en Europe ou en Amérique du Nord. Mais beaucoup n'osent pas en parler par peur de ne pas être crus. Parmi les médecins qui ont étudié ce phénomène, on compte Melvin Morse, Elisabeth Kubler-Ross, Michael Sabom et Pim Van Lommel. Les témoignages présentent souvent les mêmes éléments. Une sensation de quitter son corps, de flotter au-dessus de soi-même, une paix profonde, une lumière intense, la présence d'êtres chers, un amour inconditionnel. Certains décrivent également le défilement de leur vie avec une vision à 360 degrés. Mais toutes les EMI ne se ressemblent pas. L'intensité et les détails varient. Et ces expériences ne surviennent pas seulement lors de la mort clinique. On en rapporte lors d'accidents, d'accouchements, de fièvre ou même de méditation profonde. Cette diversité soulève naturellement des questions. Comment définir une EMI s'il n'y a pas toujours de mort imminente? D'ailleurs, s'agit-il toujours du même phénomène lorsqu'on compare avec le somnambulisme ou la médiumnité? On retrouve des similitudes troublantes, comme l'accès à la mémoire intégrale, les visions à distance, les perceptions extrasensorielles. Cela amène à se demander, ces expériences sont-elles toutes liées au processus de mort? Ou pourraient-elles être le résultat d'une extériorisation partielle de la conscience, comme on le voit chez certains somnambules? Ou bien une expérience médiumnique provoquée par des esprits? Les EMI offrent-elles vraiment un aperçu de l'après-vie? Certaines communications médiumniques nous apprennent que la séparation de l'esprit et du corps après la mort n'est pas toujours aussi rapide. Et d'ailleurs, seule une personne sur 6 ayant subi un arrêt cardiaque rapporte une EMI. Pourquoi? On peut émettre plusieurs hypothèses. Peut-être que certains seraient plus sensibles à ce type d'expérience. Peut-être y a-t-il un facteur physiologique en jeu, comme cela semble être le cas pour la médiumnité. Ou bien peut-être que tous vivraient cette expérience lors d'un arrêt cardiaque, mais que quelques-uns seulement s'en souviendraient. Serait-il possible que les EMI soient en réalité des expériences spirituelles personnalisées? Après tout, bien avant les recherches modernes, des médiums comme Chico Xavier ou Madame d'Espérance décrivaient déjà des sorties du corps similaires. Après un arrêt cardiaque, il ne faut que 10 à 20 secondes pour que toute activité électrique cesse dans le cerveau. Alors, comment expliquer que certains patients décrivent des détails de leur hospitalisation au moment où leur électroencéphalogramme est plat? Les matérialistes avancent l'hypothèse d'une activité cérébrale résiduelle. Mais le cardiologue Pim Van Lommel leur répond. Beaucoup soutiennent que la perte du flux sanguin et un électroencéphalogramme plat n'exclut pas une certaine activité quelque part dans le cerveau, car un électroencéphalogramme enregistre principalement l'activité électrique du cortex cérébral. À mon avis, cet argument passe à côté de l'essentiel. La question n'est pas de savoir s'il existe une activité incommensurable quelque part, mais s'il existe le moindre signe de ces formes spécifiques d'activité cérébrale qui, selon les neurosciences actuelles, sont considérées comme essentielles à l'expérience de la conscience. Et il n'y a aucun signe de ces formes spécifiques d'activité cérébrale dans les électroencéphalogrammes des patients en arrêt cardiaque. Un électroencéphalogramme plat est également l'un des principaux outils de diagnostic de la mort cérébrale. Et dans ces cas, l'objection de ne pas exclure une activité cérébrale n'est jamais mentionnée. Pim Van Lommel a publié une étude sur les EMI, comprenant 344 patients ayant survécu à un arrêt cardiaque. Les résultats montrent que les EMI transforment profondément les valeurs de ceux qui les ont vécus. Entre autres, ils sont moins attachés aux choses matérielles. Ils ont moins peur de la mort et ils ressentent plus d'amour pour autrui. Si la conscience survit à la mort du corps, alors son retour dans une autre vie devient une hypothèse scientifiquement envisageable.
C'est ce qu'ont étudié des chercheurs à l'Université de Virginie, Ian Stevenson et Jim Tucker. Ils ont recensé plus de 2500 cas d'enfants décrivant avec précision une vie antérieure. Nom, lieu, métier, parfois même les causes de leur mort passée. Et certains portent même des marques physiques correspondant à ces causes. Plus étonnant encore, ces détails ont souvent pu être vérifiés. Puis, brusquement, vers 6 ou 7 ans, ces souvenirs disparaissent et les enfants n'ont plus aucune conscience de cette vie passée. Avant de conclure cette vidéo, évoquons un autre phénomène mystérieux qui ébranle la médecine, la lucidité terminale. Des patients atteints de démence ou de lésions cérébrales graves retrouvent soudainement toute leur clarté mentale, quelques heures avant leur mort. Ils reconnaissent leurs proches, parlent avec cohérence, disent adieu. Puis, aussi mystérieusement qu'elle est apparue, cette lucidité disparaît et les patients décèdent. Comment expliquer cela si la conscience est produite par le cerveau ? Si vous voulez en savoir plus sur les EMI, je vous recommande les ouvrages très documentés de Pim van Lommel. Dans la prochaine vidéo, nous conclurons notre série sur l'émergence des sciences psychiques en expliquant le mot fluide et le rôle de la volonté dans les phénomènes magnétiques et médiumniques. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et à très bientôt.